Je suis ravie d'ouvrir cette 9e édition du e-commerce Retail One-to-One à Monaco. C'est un vrai honneur pour moi de commencer cette nouvelle édition. Certains me connaissent déjà, j'étais l'année dernière partenaire sur le salon. Donc aujourd'hui, je connais un certain nombre d'entre vous et notamment des retailers aussi. Donc être au milieu de cet écosystème est un vrai honneur pour moi. Vous êtes nombreux cette année, très nombreux, puisque nous attendons aujourd'hui sur ces 3 jours plus de 1000 e-marchands, soit 40% de plus que l'année dernière. Donc il y a un vrai effort au niveau du visitorat et aussi grâce à vous pour avoir atteint ces objectifs et de rendre en fait ces 3 jours de manière extrêmement riche. Ces 3 jours vont être riches en contenu, en one-to-one meeting, avec des partenaires de qualité qui sont présents sur les différentes places du forum. Cette communauté de décideurs est aujourd'hui unique sur le marché. Venir se nourrir, s'informer, décider autour de l'innovation. Le leitmotiv, comme vous avez pu le voir, de cette édition, c'est vraiment du level up and up. Et on a besoin, nous aussi, chez One-to-One Monaco, de grandir aussi avec vous et c'est vous donner les moyens de le faire. Quelques infos pratiques, je suis navrée, je suis obligée de vous en parler. Vous avez tout le programme dans le petit guide. Téléchargez l'appli qui a été montrée tout à l'heure, qui vous permet en fait de voir qui est présent, d'organiser des rendez-vous, de chatter, voir toutes les infos pratiques également au niveau des navettes. Le déjeuner aura lieu au Forum 2. Les agendas. Vous avez vos agendas respectifs sur l'application. Donc, merci de respecter les rendez-vous en one-to-one pour éviter les mauvaises surprises avec les partenaires. Et ce soir, rendez-vous au Bay pour la soirée networking sponsorisée par Content Square. Des navettes sont déjà programmées à partir des hôtels pour vous amener directement là-bas et revenir auprès de vos hôtels. Voilà. Maintenant, pour commencer cette journée, je suis heureuse d'accueillir Frédéric Jantat, ex-Google et désormais CDO de la Principauté de Monaco, qui vient nous parler d'excellence numérique au service de l'innovation et notamment à la Principauté. Merci beaucoup. Bon, on entend ? Oui, super. Merci beaucoup, ravi d'être là. Le premier message que je voulais vous passer, c'était un message de remerciement de la part du gouvernement princier. Il y a 2000 personnes qui sont en principauté durant les 3 jours qui viennent, plus de 1000 entreprises. Donc tout d'abord, un grand merci pour aider notre économie et pour avoir choisi année après année la principauté de Monaco pour le e-commerce one-to-one. Surtout que c'est une édition assez exceptionnelle. Sonia l'a rappelé, c'est une augmentation de 40% des inscrits, avec effectivement plus de 1000 e-commerçants présents. Je voulais juste vous dire quelques mots aussi sur le pays qui vous accueille durant ces 3 jours, sur la Principauté, sur Monaco, et sur pourquoi Monaco fait du numérique, en fait, et pourquoi on a lancé mon entité il y a à peu près 1 an, pourquoi le Prince a souhaité mettre 120 personnes au service du numérique, créer un département dédié, avoir quelqu'un au gouvernement qui s'occupe de ça. Sur le papier, Monaco, c'est un budget en excédent. Donc c'est un budget qui fait 1,4 milliard avec 4 années de budget d'avance. C'est-à-dire qu'en gros, un Monaco sans recettes peut vivre 4 années pareilles. Monaco, c'est un taux de croissance de 6%, avec une économie et un modèle social qui fonctionne bien. Donc la question, c'était pourquoi en fait prendre ce virage numérique et le prendre aussi agressivement et suivre la volonté du Prince de devenir un leader dans ce secteur. Monaco, c'est aussi un modèle qui a besoin de ces 6% de croissance pour continuer de se développer et qui va, vous l'avez sans doute remarqué, prendre du territoire sur la mer, mais qui risque après de toucher une limite dans son déploiement, post à la construction en mer que vous pouvez voir derrière vous. Donc pour nous, le numérique est critique et unique. Critique parce que c'est une opportunité pour nous de raisonner à territoire constant sur une hausse de la valeur ajoutée, et unique parce que c'est la première fois de l'histoire de la Principauté que nous allons pouvoir nous affranchir de nos contraintes de territoire. Donc nous sommes un pays, certains le savent, par exemple dimanche, le président Xi Jinping fera une visite officielle en Principauté, président chinois, durant sa visite en Italie et en France. Nous sommes un pays qui a besoin de grandir. Donc ma mission, finalement, elle se divise en 2 sujets. Tout d'abord,
continuer d'offrir la meilleure attractivité au monde via le numérique. Attractivité veut dire offrir la meilleure éducation, offrir le meilleur système de santé, la sûreté, la mobilité, l'environnement. Quelques exemples de projets qu'on va mettre en place d'ici la fin de l'année. À la rentrée prochaine, Monaco sera le premier pays au monde où l'apprentissage de la programmation sera fait comme une langue. Chaque élève entre 4 et 14 ans aura des cours de coding et saura donc, lors de ses 14 ans, aura eu plus de 10 ans de formation et plus d'heures que par exemple la deuxième langue. C'est unique au monde et c'est disponible pour tout le monde dans le système public monégasque. Par exemple, la mobilité. On espère, entre cette année et l'année prochaine, lancer des premières boucles de navettes autonomes pour servir la principauté. Mais il y a également un autre sujet qui est critique pour nous, c'est l'économie. Je vous le disais en introduction, comment augmenter la valeur ajoutée de notre économie? Eh bien, grâce au numérique. On va bientôt, et on a communiqué un peu dans la presse là-dessus, lancer des ICO. Donc, vous connaissez tous, vous êtes un public averti, donc je ne vais pas vous expliquer exactement le... On souhaite faire des ICO et que Monaco attire les entreprises du monde entier qui font du bien pour l'environnement en se finançant en principauté. Donc on a un programme ambitieux sur le sujet. On souhaite développer des pôles d'excellence sur la technologie. On pense au clean tech, vu les engagements du prince souverain. On réfléchit aussi au real estate tech. Une petite visite de Monaco vous fera assez vite comprendre pourquoi on mise cette industrie. Donc aujourd'hui, on a également besoin de plateformes pour se développer. Alors vous avez vu les plateformes de développement en mer, mais aucune transition numérique ne se fera sans des plateformes numériques. On sera le premier pays entièrement 5G en septembre. Donc lorsque vous reviendrez l'année prochaine, vous pourrez utiliser vos terminaux 5G de manière uniforme en principauté. Monaco sera entièrement fibré dans les 2-3 prochaines années. Et on est en train également de lancer un cloud souverain monégasque pour garantir le plus haut niveau de sécurité et de service. Donc tous ces sujets font, on espère, dans quelques années, de Monaco un leader dans le monde numérique avec nos spécificités, notre modèle, 700 ans d'histoire, nos aspects. Donc on sera un modèle qui sera basé sur l'humanisme, qui sera basé sur la sécurité, qui sera basé sur la discrétion. Mais on souhaite compter dans les nations au niveau mondial qui misent sur le numérique. Donc je voulais tout d'abord, encore une fois, vous remercier de faire partie de cette aventure, d'être présent avec nous aujourd'hui, et vous souhaiter la bienvenue en Principauté de Monaco pour ces 3 jours de e-commerce one-to-one. Merci beaucoup. Merci. Donc pour ouvrir cette première plénière, nous allons parler de technologie, comment la technologie est un facteur de croissance pour les entreprises. J'appelle donc Jacques Baudoz, président de Jouet Club, à me rejoindre, et Romain Vidal de Cap Horn Invest. Donc, quelques chiffres en amont de cette keynote. En 2018, les Français ont dépensé 92 milliards d'euros d'achats en ligne, d'après la FEVAD, soit une croissance de 13% par rapport à l'année précédente. Avec, ceci étant, des transactions en baisse, puisque le panier d'achat est descendu à 60 euros. Malgré tout, on a pu observer en fait une augmentation de la fréquence d'achat de plus de 20%, ce qui est loin d'être négligeable, et donc avec un chiffre qui est un acheteur réalise 11,8 transactions par trimestre sur Internet, soit un achat tous les 8 jours. Ceci s'explique principalement par les comportements d'achat qui changent. Les taux d'équipement de mobile est de plus en plus important. Les achats se font de plus en plus sur mobile au détriment de l'ordinateur et de la tablette. Et le chiffre est d'autant plus important chez les 25-34 ans, puisque 58% des transactions se font sur ces devices. Donc ce sont des vrais facteurs qu'il va falloir prendre en compte pour le futur. Notre point commun à tous les trois, c'est que nous sommes convaincus que technologie et innovation sont au service du business et sont des contributeurs forts à la croissance des entreprises. C'est toujours plus facile à dire qu'à faire, vous me direz. C'est la raison pour laquelle on est là pour en parler et d'échanger ensemble. Cela commence bien entendu par identifier ses besoins,
ce que l'on qualifierait aussi de pouvoir sortir de sa zone de confort, ce qui est moins aisé en fonction de la taille des entreprises et de l'état d'esprit des interlocuteurs. Donc, ça va être le sujet que l'on va mener ensemble tous les trois, entre Jacques de chez Jouet Club et Romain au niveau de Cap Horn Invest. Donc, Jacques, pouvez-vous nous dire comment ça se passe chez Jouet Club? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la structure déjà de Jouet Club? Alors, Jouet Club, c'est une entreprise qui a 65 ans et qui est en fait une entreprise coopérative. Donc, une coopérative, ça veut dire qu'elle est constituée de 230 chefs d'entreprise, des patrons, et qui, donc, on possède 300 magasins de jouets en France. Donc, Jouet Club, cette entreprise, elle a une particularité, donc le fait qu'elle est une coopérative, c'est que les décisions sont prises par un conseil d'administration, qui sont uniquement des gens qui sont des gens de terrain, donc des chefs d'entreprise qui connaissent les produits, qui connaissent bien leurs clients. Voilà un petit peu le Jouet Club, ce qu'il est aujourd'hui. Et c'est vrai que ce que vous disiez, c'est très important parce qu'il faut, pour aller vers quelque chose de nouveau ou des innovations, il faut prendre les bonnes décisions. Et ça, c'est une chose qui est importante et qui est faite chez nous par des chefs d'entreprise. Alors du coup, quand on est patron de Jouet Club, on a tendance à voir les choses de haut. On parle d'innovation dans le digital et innovation notamment au niveau technologique au service du business. Comment ça se passe chez vous? Alors chez nous, il y a deux choses. On a une centrale qui est donc constituée de personnel qui servent les magasins, donc les 300 magasins. Donc on a une direction digitale donc, avec laquelle on travaille, qui nous propose des sujets, qui nous propose des innovations. Et puis après, c'est bilatéral, c'est-à-dire qu'en même temps, vous avez les chefs d'entreprise qui sont sur le terrain et qui aussi ont des envies, et en fonction de ces envies et de ces connaissances qu'ils ont, on va se retrouver pour mettre en place l'innovation, les choses, les technologies qui vont être mises en place. Mais ce qui est important pour nous, et ça c'est vraiment la chose la plus importante, et c'est ce qu'on a fait quand on a décidé d'évoluer dans notre digital par rapport à notre physique, puisqu'en fait on était au départ uniquement en physique, on a eu du digital, un site internet à partir de 97, on est des drives à partir de 2012, donc des 200 sites drive, et en 2018 on a créé donc une plateforme unifiée donc qui regroupe tout le monde sur la même bannière, jouetclub.fr. Et ça nous a permis de le faire, c'est grâce à toutes ces réflexions et grâce aux clients. Pour nous, on est des commerçants, avant tout, on est des retailers, donc des commerçants. Et le point d'entrée de tout ça, c'est le client. Ok, très bien. Et quand on parle de sortir de sa zone de confort, quel état d'esprit dans lequel êtes-vous par rapport à la fameuse zone de confort? Est-ce que vous êtes suiveur? Est-ce que vous arrivez à être précurseur finalement aussi par rapport à votre milieu? Alors, dans notre milieu, si vous voulez, on a 300 magasins. Moi, j'ai 230 patrons, donc dois m'occuper. Je suis le président de Jouet Club. Donc, si vous voulez, la zone de confort, elle est de sortir de tous les 230 de la zone de confort. Et ça, c'est vraiment, il faut les emmener sous la bannière en disant, voilà, on va aller vers ce sujet, on va développer cette nouvelle plateforme. Et c'est là que c'est plus difficile parce qu'il faut les convaincre que cette solution sera la bonne pour le commerce de demain. Quels sont les freins majeurs que vous rencontrez en règle générale? Alors les freins majeurs dans des innovations, bien évidemment, c'est la peur du changement. Dans une entreprise, il y a toujours des gens qui ne veulent pas changer leurs habitudes. Et ça, c'est un combat de tous les jours vis-à-vis des employés de notre centrale, à la fois vis-à-vis de nos adhérents, et de leur faire comprendre que c'est leur intérêt. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'avantage d'avoir des chefs d'entreprise, c'est qu'ils sont quand même au fait tous les jours des clients, au fait tous les jours donc, de leurs collaborateurs également qui sont très impliqués dans l'entreprise. Et tous ces gens-là, donc, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas le choix, entre guillemets, ils n'ont pas le choix, et que s'ils veulent avancer, s'ils veulent sauvegarder le business, parce qu'aujourd'hui on fait du commerce, et pour faire du commerce, il faut se remettre en cause tous les jours. Et ça, c'est un combat de tous les jours, donc se remettre en cause. Et après, à nous de proposer les solutions qui sont les plus adaptées pour pouvoir sortir un sujet et cette plateforme qu'on a mis en place, Proximis, qui est vraiment une plateforme très réussie. Et alors, comment vous, et je laisserai la parole après ça à Romain, mais aujourd'hui le challenge c'est effectivement aussi de pouvoir trouver le bon partenaire ou les bons partenaires avec lesquels travailler. Comment vous gérez les choses? Est-ce que c'est vous qui allez chercher vos équipes? Comment vous sourcez-vous?
Alors là, en l'occurrence, pour ce choix-là, nous avons fait appel, donc on avait fait un benchmark de différentes plateformes, de différentes solutions, avec l'équipe digitale, qui nous a proposé plusieurs solutions. Et là, après, on a essayé de trouver donc, un partenaire qui comprenne notre culture, qui comprenne notre façon de travailler. C'est important d'avoir quelqu'un qui connaît bien la culture de Jouet Club. Le fait d'être une coopérative, c'est vraiment très différent. Et il y avait des plateformes qui nous étaient proposées qui étaient plutôt sur le contenu. Nous, on avait besoin de quelque chose qui nous permettait de travailler donc, avec nos 230 magasins chefs d'entreprise plus 300 magasins. Donc ça, on avait besoin de connecter. Et cette plateforme que l'on a choisie donc, nous a permis de le faire. On a fait le benchmark, c'est pas toujours facile de choisir, mais je pense qu'on a fait le bon choix avec ça. Dans le principe du benchmark, mais c'est surtout aussi la capacité finalement dans les process. Moi, j'ai été partenaire aussi, comme beaucoup dans la salle. C'est pas toujours évident, à la fois de créer potentiellement un besoin ou de répondre à une problématique particulière et surtout de rentrer dans les rouages des entreprises. Où ça peut être assez complexe aussi. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de possibilités sur le marché, c'est très important. Alors après, ce qu'on avait fait, c'est qu'on a créé un cahier des charges très précis, et ça nous a permis vraiment de trouver les entreprises qui correspondaient. Et ça, c'est le cahier des charges a été une des clés qui nous a permis vraiment de déterminer de ce qu'on avait besoin. Et après, les présentations de différentes sociétés nous ont permis d'aller vers la solution qui nous correspondait. C'est vrai que là, on travaillait vraiment en partenariat avec l'équipe digitale. Et puis après, à la fois aussi dans le conseil d'administration, dans les dirigeants de l'entreprise, on peut apporter aussi notre savoir-faire et de ce dont on a besoin. Donc on pose vraiment les objectifs. Quand on a posé l'objectif, et ça c'était vraiment le départ, de dire le client c'est le centre du débat. Okay. Aujourd'hui, qu'est-ce que veut le client? C'est ça qui compte. C'est ce qui a fait le départ de notre choix et de notre placement, déploiement de cette plateforme. Parfait. Donc Romain, du coup, tu as la casquette investisseur et en même temps, tu rencontres énormément de startups et d'acteurs sur le marché. Quel est ton retour sur justement toute cette partie d'innovation pour le retail et l'e-commerce? Donc, effectivement, donc nous, on a un fonds d'investissement. On investit de manière plus large que le retail, puisqu'on couvre toutes les solutions B2B. Et moi, donc, je suis partenaire du fonds et on existe depuis 8 ans. Je suis là depuis le début. Depuis 5-6 ans, on a vu une opportunité à servir l'industrie du retail. Et on s'est fixé comme mission, et c'est la mission que je porte au sein de Cap Horn, de construire un portefeuille de solutions qui répondent aux enjeux critiques du retail aujourd'hui. Le but au sein de ce portefeuille, c'est de répondre aux fondamentaux. On a eu une discussion tout à l'heure avec Jacques sur un des trends du moment qui consiste à aller chercher les trucs les plus hype, les trucs les plus brillants. Nous, aujourd'hui, on ne couvre pas le dernier truc à la mode, l'hologramme en magasin ou je ne sais quel gadget qui va faire venir le chaland peut-être une fois, mais qui ne va pas le satisfaire plus que ça. On a vraiment commencé par s'intéresser aux fondamentaux. La gestion du stock, la relation avec le client, faire venir du trafic en magasin, etc. Parce qu'on considère que le retail, et je pense que ça répond en partie à certaines questions, le retail aujourd'hui est très attiré par ne pas rater le prochain train, mais ne s'intéresse pas toujours aux trains qu'ils ont ratés par le passé et qui peuvent constituer des socles sur lesquels construire des choses très sympas, mais demain. Donc notre approche est celle-ci. À la question de sortir de la zone de confort, alors il se trouve qu'en tant que fonds qui a une spécialité dans le retail, on est assez sollicité par des gros retailers, par des cabinets de conseil en stratégie et un certain nombre d'acteurs de ce type-là, puisque beaucoup des acteurs aujourd'hui sont relativement perdus face à une offre très large de start-up, de toute taille, avec toutes sortes de propositions, dont certaines sont plus ou moins marketées, dont certaines sont plus ou moins financées, dont certaines sont plus ou moins mises en avant par différentes catégories d'acteurs. Donc nous, on a un avantage par rapport à tous ces gens-là. Le premier, c'est qu'on est gratuit. Ce n'est pas notre business que de mettre en relation des startups avec des grands groupes.
Et le deuxième, c'est que notre vocation, c'est d'investir. Donc on ne fait pas les choses au hasard. Si on choisit une start-up, c'est qu'elle a coché un certain nombre de cases, et on passe beaucoup de temps à analyser les boîtes. Elle a coché un certain nombre de cases qui nous garantissent que c'est quelque chose de pérenne, de solide, et qui n'est pas que des paillettes. Donc un certain nombre d'acteurs viennent nous voir en cherchant un tampon de qualité sur certaines boîtes dans le retail qui ont fait leurs preuves, dont les clients sont contents, qui apportent du ROI, de la performance, et qui ne risquent pas de décevoir. Parce que Jacques disait quelque chose de très intéressant et qui est vraiment au cœur du problème. Il y a un vrai problème de peur du changement, et une des raisons de peur de ce changement, c'est que en se trompant de prestataire, alors j'aime pas trop le terme de prestataire, mais je sais que c'est assez utilisé, en se trompant de partenaire, on s'expose à avoir des équipes qui, du coup, deviennent allergiques à l'innovation, parce qu'en prenant une mauvaise start-up, on va pouvoir tomber dans des écueils de produits qui ne fonctionnent pas, finalement, c'est moins bien que ce qu'on faisait avant à l'ancienne. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter dans l'intérêt de tout cet écosystème, puisque si les équipes sont réfractaires, on aura du mal à faire avancer le schmilblick, puisqu'on a besoin d'avoir un engagement complet de tout le monde. Et la meilleure garantie pour ça, c'est de choisir des startups qui sont saines et qui adressent des problématiques particulières et qui savent y répondre de manière prouvée avec des clients existants. Nous, on apporte un peu ce genre de tampon de qualité, puisque en investissant dans ces boîtes, en mettant des sommes d'argent assez conséquentes, on investit plusieurs millions d'euros en moyenne, on a fait ce travail en amont de vérifier qu'il n'y a pas de faux semblants. Et il y a une partie de la question qui était aussi de choisir ses prestataires, choisir ses partenaires. Moi, je fais un parallèle qui peut être un peu dur dans certains cas, mais j'aime bien faire le parallèle avec un fumeur depuis 20 ans qui se retrouve avec un problème de poumon et qui cherche à s'en sortir, donc va chercher un médecin pour le guérir et lui éviter de péricliter comme peuvent le vivre en ce moment un certain nombre de retailers. Moi, j'invite les gens à avoir le même genre d'approche dans leur sélection de start-up qu'ils auraient dans leur sélection de médecins. Il y a beaucoup de charlatans dehors, il y a beaucoup de divers individus qui vont vous proposer monts et merveilles, retour de l'être aimé et compagnie. L'enjeu, c'est d'avoir une démarche très pragmatique vis-à-vis de ça et de passer par des acteurs qui font ça depuis un certain temps. Il y a beaucoup d'acteurs nouveaux qui apparaissent dans le conseil, dans ce que j'appelle les zoos à start-up. Il y a des endroits où on peut aller, voir plein de start-up, c'est très sympa, voir comment les start-up fonctionnent, essayer de s'approprier un peu cette façon de s'acculturer à comment fonctionnent les start-up. Je pense qu'il ne faut pas se tromper de combat. Si on revient à la logique de se soigner d'un mal assez profond, il vaut mieux bosser avec des gens qui ne sont pas dans la foire et le zoo, mais qui sont dans le prouvé et dans le tangible. Donc, il faut faire attention à ne pas forcément se fier aux critères de « il a levé beaucoup d'argent ». Il y a beaucoup d'exemples aux États-Unis de boîtes qui ont levé des centaines de millions de dollars et il n'y avait jamais rien derrière. C'est juste des gens qui savent très bien mentir. Ça peut marcher pour lever des fonds. Donc, le mieux, c'est quand même d'appeler des gens qui sont déjà clients et de vérifier que la solution a délivré des résultats. Ou de s'intéresser à l'écosystème autour pour valider que ce sont des solutions qui sont orientées vers la performance et pas juste vers la croissance à tout prix sans forcément penser aux clients. Donc il y a beaucoup de pièges à éviter. Et la dernière chose que je voudrais dire sur cette partie choisir ses partenaires, c'est que nous, on voit beaucoup de retailers passer en donnant cette impression qu'ils veulent s'approprier l'innovation. L'innovation en tant que telle, ce n'est pas quelque chose qui s'approprie. Ce n'est pas pour rien qu'il y a systématiquement des cycles, des cycles de modernité qui se renouvellent. C'est que les petits sont mieux placés pour innover, les gros sont moins bien placés pour innover. Il y a des
il y a des acteurs aujourd'hui en France qui adoptent des attitudes qui permettent d'être plus innovants que d'autres. Je trouve que Jouet Club est un très bon exemple, mais justement par construction, ils ont tous ces chefs d'entreprise qui remontent le terrain, qui s'intéressent aux clients, qui ont la propriété de leur magasin et donc s'inquiètent vraiment de savoir ce que veut le client, et ils récupèrent cette information pour réfléchir. Je pense que cette structure mériterait d'être plus équipée. Je pense à des outils comme Critizer qui permettraient d'utiliser, de donner plus de force à ces directeurs de magasins pour écouter leurs clients, leur répondre, avoir toute l'information qui leur est nécessaire. Je pense à des gens peut-être comme Cdiscount qui est allé chercher des personnes que j'aime bien, par exemple comme Jérôme Vopkenberg, qui a l'habitude de bosser avec des startups, qui comprend ce que c'est qu'une startup et qui, par nature, du coup, arrive à bosser plus intelligemment avec ces startups. Il y a un certain nombre d'initiatives comme ça qui fonctionnent, mais ces initiatives systématiquement sont basées sur du pragmatisme et la volonté de changer le cœur du réacteur, et pas forcément juste de vouloir faire ce que nous, parfois, on appelle innovation for show, c'est-à-dire aller à Vivatech pour montrer qu'on bosse avec des startups, mais en vrai, pas vraiment le faire derrière. Moi, je pense que c'est des éléments qui sont clés et je pense que vous êtes tous ici pour rencontrer des startups et des technologies qui vont vous permettre de progresser et pour certains de conserver une place de leader et de vraiment, même à l'échelle internationale, peut-être vous différencier par rapport à d'autres acteurs. Je pense que ce mindset est important pour pouvoir adresser ça efficacement. Alors, ce qui est bien, c'est que tous les partenaires qui sont ici présents pendant les 3 jours ont été sélectionnés par le comité éditorial, donc il n'y a pas de charlatans, c'est plutôt une bonne nouvelle. Beaucoup, je ne parle pas dans le contexte du salon, je parle en général bien. Beaucoup, et j'imagine, résonnent aussi en termes de KPIs, donc ce qui permet de rassurer et en tout cas de comprendre en fait les enjeux business face aux problématiques que peuvent avoir un ensemble de retailers dans Jouet Club. Et j'allais dire donc la dernière question pour Jacques. Pourquoi vous êtes venu ici pour ces 3 jours? Parce qu'on n'a pas l'occasion de rencontrer des gens de votre industrie déjà. Et donc le fait que vous soyez déplacés, qu'est-ce que vous attendez justement de ces 3 jours du one-to-one? Alors, je suis venu à Monaco, d'abord pour voir la belle ville de Monaco, c'est la première chose, mais surtout pour voir un peu ce qui se passe sur le marché. Je pense que c'est important de rester à l'affût, même en tant que PDG. On a des équipes digitales qui viennent, mais en tant que PDG, de rester à l'affût de ce qui se passe sur le terrain. Ne pas succomber aux sirènes du, comme vous avez dit, le show, je sais plus, Innovation Show, Innovation for Show. Il faut se tenir au courant, voir ce qui se fait. Je pense que c'est très important pour une entreprise. Et puis, prendre des décisions qui vont être celles qui vont nous permettre d'être demain, donc conserver nos clients. Parce que c'est le plus dur, le risque qu'on a dans une entreprise comme la nôtre, du business, c'est de perdre le client ou de ne pas en trouver de nouveaux. Donc, toute notre stratégie, elle est basée autour du client. Elle est basée autour de, on garde le client, puisqu'on l'a, et puis on en trouve de nouveaux. Et ça nous permet de le faire avec notre nouvelle plateforme. Ça permet de le faire. Et de venir ici, ça va nous donner encore plus d'idées, rencontrer des entreprises qui peuvent nous trouver. Critizer, on en a parlé tout à l'heure. Et je pense que ça peut être une solution pour nous. Mais il y en a plein d'autres et je pense qu'on va rencontrer les entreprises. Si vous voulez voir un peu la plateforme, ce qu'elle a fait, la plateforme Proximis, il y a un atelier ce soir à 17h qui sera fait. Je vais faire un peu de publicité, mais ça peut effectivement vous permettre de voir ce qu'on a pu faire si vous êtes retailer. Et si vous avez une problématique comme la nôtre avec beaucoup de coopérateurs ou de notre type d'entreprise. Donc voilà, ça peut être intéressant de voir ce qu'on a fait, ce qu'on a pu réussir de faire au niveau de Jouet Club. Mais merci encore. Je pense que à la fin de ces 3 jours, j'aurai une vision vraiment de ce qui va se passer demain, tout en faisant le tri par rapport à ce qui peut être fait et ce qui doit être fait surtout. Merci. Absolument. Merci à tous, à tous les deux en tout cas. Merci pour vous. On va continuer et notamment accueillir Sterling Hawkins qui vient des États-Unis pour vous parler. Welcome Sterling.
Merci.